Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Voici le sommaire de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, fin hier du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. 45 candidats ont donc été enregistrés par la commission électorale indépendante. Prochaine étape, la validation des différents dossiers par le Conseil constitutionnel. Célébration le 30 août dernier de la Journée internationale des personnes disparues. L'Organisation des Nations Unies se dit inquiète de l'augmentation dans le monde des cas de disparition forcée. En Côte d'Ivoire, comment lutter contre ce fléau? On en parle également dans cette édition. Enfin, au Guinée-Conakry, le président de la République, Alpha Condé, candidat à un troisième mandat. 45 candidatures à la présidentielle du 31 octobre prochain enregistrées par la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Le dépôt des dossiers s'est achevé hier. La CEI dispose maintenant de 72 heures pour transmettre les différents dossiers au Conseil constitutionnel, structure en charge de valider les candidatures conformément aux lois qui régissent l'organisation du scrutin présidentiel dans le pays. Autre actualité nationale, des prières ont été dites hier à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody pour le repos de l'âme de Mamadi Diané, l'ancien conseiller diplomatique du président de la République de Côte d'Ivoire, décédé le 27 août dernier. Mamadi Diané a été fait commandeur de l'ordre national à titre posthume. Mahama Traoré. Lecture intégrale du Saint-Coran dans l'enceinte de la grande mosquée de la Riviera Golf. Intentionnellement, chaque verset lu intercède en faveur de Mamadi Diané, rappelé à Allah le jeudi dernier. Ce lundi, jour choisi pour l'inhumation de l'ex-conseiller spécial du président Alassane Ouattara, toute la République se tenait aux côtés des familles éplorées. Le chef de l'État en séjour hors du pays s'est fait représenter par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est d'ailleurs le chef du gouvernement qui témoignera la reconnaissance de la nation à ce vaillant serviteur. Au nom du président de la République, nous vous faisons commandeur de l'ordre national à titre posthume et nous confions à votre famille les insignes de votre grade. Que retenir de Mamadi Diané? Il fut l'un des premiers Africains à intégrer et prospérer dans les milieux d'affaires américains dans les années 80. Un homme serviable, au carnet d'adresses très fourni. Ses proches le décrivent comme un citoyen du monde. Je voudrais juste témoigner de ce que ce garçon a accompli par lui-même, un self-made man, pour arriver à des sommets, mais en même temps sa capacité à redescendre, à assumer sa religion, mais surtout à rendre service à tous ces Africains. Vous allez chez Mamadi, vous trouvez les Guinéens, quand ceux-là partent, les Maliens viennent, ensuite ce sont les Tanzaniens, les Sénégalais, les Burundais, et ainsi de suite. Pendant 20 ans, il a représenté cela. Mamadi était un homme de droiture, pour qui l'amitié représentait une de ses valeurs les plus importantes de la vie. Quand il accordait sa confiance et son affection à quelqu'un, c'était pour toujours. On pouvait compter sur lui quand on avait besoin d'aide, mais également quand on souhaitait partager avec un ami des moments de détente. Après les hommages et les bénédictions, place à la prière mortuaire, ultime moment d'intercession avant le départ pour le cimetière de Williamsville, où Mamadi Diané a été porté en terre ce lundi après-midi. Direction le village de Kongoti, dans le département de Daoukro, dans la région centre du pays. Un château d'eau a été inauguré récemment par les ministres Sidiki Diakité de l'administration du territoire et Laurent Tchagba de l'hydraulique. Cet ouvrage estimé à 450 millions de francs CFA va permettre d'améliorer les conditions de vie des populations. Herman Niamia.
Ce geste des ministres Sidiki Diakité et Laurent Tiagba matérialise la mise en service officielle du château d'eau de Kongoti dans le département de Daoukro. C'est un véritable soulagement pour les populations de ce village et celles des villages voisins de Kwasi-Getekro et d'Asueti. Ces villages, bien que disposant déjà chacun d'un système d'hydraulique urbaine, les populations étaient confrontées à un déficit aigu de production d'eau potable à cause du tarissement des différents forages qui ont été réalisés. On s'en va puiser de l'eau en brousse, on prépare et puis on met javel dedans et puis on boit. Avant l'arrivée du château d'eau, c'était vraiment difficile. Les femmes portaient des pots à des kilomètres pour avoir accès à l'eau. Et aujourd'hui, vraiment, grâce au château que nous avons reçu, la population est ravie. Ce projet d'un coût global de 450 millions de francs CFA est entièrement financé par l'État ivoirien. Grâce aux travaux d'extension du réseau de Kongoti à partir de Daoukro, l'on pourra produire désormais 220 mètres cubes d'eau par jour au lieu de 60 mètres cubes d'eau par jour avant les travaux. Grâce à ce projet, le renforcement de la production en eau potable des populations de Kongoti, de Kwasi-Getekro et Asueti, estimé à environ 3242 habitants en 2020, est désormais garanti. Ce qui va considérablement améliorer leurs conditions de vie en leur procurant une meilleure santé d'une part et d'autre part en réduisant les corvées d'eau imposées aux femmes, aux enfants et particulièrement aux jeunes filles. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, parrain de la cérémonie, demande aux populations de faire confiance au gouvernement qui, selon lui, entend apporter le développement dans toutes les localités du pays. Le président de la République a une vision pour la Côte d'Ivoire. Cette vision, c'est le bonheur pour chacun des Ivoiriens et dans tous les compartiments de sa vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, depuis son accession au pouvoir, son seul objectif, c'est de donner de l'électricité à chaque village, à chaque communauté. Donner de l'eau à chaque communauté. Le château d'eau de Kongoti, enfin opérationnel, les populations pourront désormais avoir recours sans difficulté à leur robinet de maison. Tous unis pour respecter les gestes barrières et ainsi éliminer la maladie à coronavirus. Le coronavirus qui malheureusement poursuit ses ravages en Côte d'Ivoire. 119 nouveaux cas ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce qui porte à 18 067 le nombre de cas confirmés, dont 16 699 personnes guéries et 117 décès. À noter que les autorités sanitaires et sécuritaires insistent toujours sur le respect scrupuleux des gestes barrières pour mettre fin au coronavirus dans tout le pays. Elles ont animé hier le point presse hebdomadaire organisé par le gouvernement. Franck Kouadio. Au 126e point sécuritaire national, force est d'observer un relâchement à l'occasion de certains rassemblements. Le porte-parole de la police nationale interpelle donc. Poursuivant par ailleurs la sensibilisation dans cette période sensible, préélectorale, invitons instamment, au nom de tous les grands commandements militaires et paramilitaires, les hommes politiques, les ministres des cultes, les leaders de la société civile, le mouvement sportif national, les clients, propriétaires et tenanciers de maquis, bars, boîtes de nuit, salles de spectacle, à la vigilance civique qui sauve. Vigilance alors des forces de sécurité qui annoncent un total de 1535 établissements, maquis, bars et autres sites de rassemblement visités entre le 24 et le 30 août 2020. Au niveau sanitaire, 438 nouveaux cas annoncés sur 6018 prélèvements, ce qui donne un total de 17 948 cas sur un échantillon total de 126 552 prélèvements testés. Soit 14,18% des cas. 1351 nouvelles guérisons portant le nombre total de personnes déclarées guéries
à 16 553, soit 92,51% des cas de Covid-19 enregistrés depuis lors. Le nombre total de décès de Covid-19 notifiés est 115, soit 0,64% des cas. 1280, le nombre de cas encore actifs, soit 7,13% des cas dépistés à ce jour. 95% des cas dépistés sont concentrés dans le Grand Abidjan. L'analyse des données révèle une baisse continue du taux de positivité. On note du 1er au 30 août 2020, 5 125 guéris contre 6 887, soit 1762 guérisons en moins. Cette situation n'est pas synonyme de fin de la pandémie dans notre pays. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Akawele, nous encourage à la prudence et à la persévérance. Il faut donc se réapproprier les bonnes pratiques, même si les pics sont moins denses ces dernières semaines. À Adzopé, les autorités communales disent œuvrer à maintenir le cap de la sensibilisation. La mi-mars, et en application des mesures barrières édictées par le Conseil national de sécurité, la mairie d'Adzopé a donc pris des dispositions pour amplifier et relayer ces mesures. Premièrement, par la prise d'un arrêté municipal imposant le respect des mesures barrières à tous, suivi d'un programme de sensibilisation par les radios de proximité. La localité a enregistré 4 cas de contamination heureusement pris en charge à temps. Aux autorités sanitaires et sécuritaires de maintenir donc l'alerte dans le Grand Abidjan et même au-delà, le coronavirus est bel et bien toujours d'actualité. Malheureusement, un échec dans la recherche d'un traitement contre la Covid-19. En effet, le laboratoire français Sanofi a annoncé aujourd'hui que l'essai clinique international de phase 3 qui testait l'efficacité de son médicament dénommé Kevzara dans le traitement des formes sévères de coronavirus n'avait pas donné de résultats concluants. Retour en Côte d'Ivoire, le pays, on le sait, prépare activement la présidentielle du 31 octobre prochain. Le Conseil national des droits de l'homme sensibilise à la non-violence. Le CNDH a initié récemment un atelier à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Les détails, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. 31 présidents régionaux et 81 officiers, membres du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, et acteurs majeurs de la prévention des violences en période électorale travaillent pour garantir à la Côte d'Ivoire une élection présidentielle qui sera marquée par le respect des droits de l'homme. Ils participeront au processus électoral en tant qu'observateurs. Il est très important de renforcer les capacités de nos 112 officiers des droits de l'homme qui sont déployés dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire à l'effet d'aller sensibiliser les populations, préparer déjà les esprits pour des élections apaisées et dupliquer cette formation auprès de près de 2700 observateurs que le Conseil compte déployer pour ces élections d'octobre prochain. Cette formation bénéficie du soutien de l'Allemagne et de la Fondation Konrad Adenauer. La communauté internationale est là pour donner un soutien aux acteurs ivoiriens. Je crois la gouvernance, c'est aux Ivoiriennes et Ivoiriens de choisir leur président futur. Et je suis très optimiste. C'est même mon désir, mon souhait, qu'on aura un déroulement apaisé des élections présidentielles fin octobre. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour le 31 octobre 2020. La Côte d'Ivoire et ses amis s'activent pour une élection sans violence. Les forces de défense et de sécurité appelées à sécuriser davantage la campagne et le scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Les FDS de la région du Tonkwi, dans l'ouest du pays, et celles du district de Yamoussoukro, dans le centre, ont participé récemment à une rencontre sur le thème « Le processus électoral et la question de la sécurité ». C'est une initiative de la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées. Le point à Boussanogo. Une caravane d'éducation aux droits de l'homme des forces de défense et de sécurité en prélude aux élections de 2020. La CADA,
La coordination africaine des droits de l'homme pour les armées sensibilise les forces de défense et de sécurité à Man et à Yamoussoukro. Une sensibilisation qui leur permettra de prévenir les violences électorales et d'outiller le corps préfectoral et les acteurs du mécanisme conjoint de suivi des cas de violation imputables aux forces de défense et de sécurité en droits de l'homme, au respect de l'état de droit, à la protection des personnes vulnérables et à la question de la sécurisation du processus électoral. Cette organisation est représentée aujourd'hui dans 16 pays d'Afrique. Les pays qui sont en crise ou en sortie de crise pour la plupart. Et un des faits majeurs, c'est d'avoir contribué à retirer la Côte d'Ivoire de la liste dite de la honte. En 2010, un rapport de l'opération des Nations Unies mentionnait qu'il y avait plus de 400 cas de violences sexuelles liées au conflit en Côte d'Ivoire. Avec les dispositifs et les mécanismes mis sur pied, en 2017, nous étions à 0 cas et confirmé en 2018. La Côte d'Ivoire devient ainsi le seul et le premier pays à être retiré de cette liste et ceci est un honneur pour la Côte d'Ivoire. La CADA, la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, est une organisation non gouvernementale née en Côte d'Ivoire à la faveur de la crise post-électorale. Elle est présente dans 16 États africains. La Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées a contribué au délistage de la Côte d'Ivoire sur la liste dite de la honte, liste du secrétaire général des Nations Unies des pays où les forces armées sont auteurs de violences sexuelles liées au conflit. Je vous l'annonçais dans les titres, les Nations Unies inquiètent de l'augmentation dans le monde des cas de disparition forcée. La journée internationale des personnes disparues a été célébrée le 30 août dernier. En Côte d'Ivoire, comment les autorités luttent-elles contre ce fléau? Les détails, Éric Goré. Les cas de disparition forcée, il y en a eu en Côte d'Ivoire, dont le plus illustre reste le journaliste Guy André Kiffé, disparu forcé depuis 2004. 16 ans après, ni sa famille, encore moins ses collègues, n'ont aucune nouvelle de lui. Ce qui représente un crime contre l'humanité, selon la présidente du Conseil national des droits de l'homme. La disparition forcée est considérée comme un crime contre l'humanité. Vous avez également la Convention des Nations Unies sur la protection des personnes contre les disparitions forcées. Et dans ce texte, la disparition forcée est considérée comme l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté. En Côte d'Ivoire, des milliers de familles ont enregistré des cas de disparition forcée. Pour le représentant des victimes, ces disparitions forcées sont liées aux conflits électoraux. À chaque fois qu'il y a des violences sociopolitiques, particulièrement armées, il y a des cas de disparition qui se font connaître. Selon le docteur Chryso Herman, criminologue, les disparitions forcées ne sont pas forcément liées à la politique. Il y a la dimension criminelle proprement dite. Vous avez des enlèvements dans des domiciles et bien d'autres formes d'enlèvements qui ont cours dans notre pays. Les forces de défense et de sécurité doivent s'impliquer efficacement pour protéger les populations en tout lieu et en toutes circonstances. Ils ne doivent pas se rendre coupables de ce phénomène, selon Ange Kessi, commissaire du gouvernement. Il faut faire en sorte que les forces de l'ordre ne violent pas les droits humains. Parce que lorsque vous violez les droits humains, le tribunal militaire ne vous pardonnera pas du tout. Nous serons intraitables. Surtout avec ces événements qui arrivent avec la période électorale, n'ont pas du tout toléré les violations des droits de l'homme. Arriver à faire témoigner les parents des victimes n'est pas chose aisée. Mon neveu, lui, il regardait la télévision et on l'a pris. On ne sait pas qui est qui, parce que c'était dans le temps de la guerre. On ne sait pas qui est qui. On l'a pris jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Comment votre neveu s'appelait? Il s'appelait Otia, il avait 20 ans. Malik est porté disparu depuis le 24 avril 2011 pendant la crise post-électorale. Il était âgé de 15 ans. Il était élève à l'MPT en classe de 3e. Mon fils était le major de sa promotion. Malik, comme je l'ai dit, était un enfant très brillant. Il a réussi facilement au concours d'entrée à l'MPT. Et depuis qu'il est rentré, il était le major de sa promotion.
à tel point qu'il attirait la sympathie des autres. Il était très attachant. Ouais. J'évite de parler au passé parce que je me dis que mon enfant a gardé ses qualités. Il faut qu'il reste le même que j'ai connu. Nous avons cherché partout, avec l'aide de mes parents, de mes beaux-parents, des amis, même des voisins. C'est en vain, finalement, qu'on ne l'a pas retrouvé. Et l'idée m'est venue d'imprimer, de faire graver sur le sol « Bienvenue ». Parce que je me dis, le jour qu'il m'a dit qu'il sera là, je suis convaincu qu'il sera là. Je me dis, le jour qu'il viendra, je vais lui faire admirer cet espace. Et je lui ai déjà dédié cet espace d'ailleurs, et je l'ai nommé Espace Malik. Plusieurs conséquences sont liées à cette situation. Une personne avec qui vous avez l'habitude de vivre, qui vous quitte brutalement, sans que vous ne sachiez où elle est partie, l'affection reste matérielle, car bien souvent, la plupart des disparus forcés étaient les seuls soutiens de leur famille parfois. Et puis psychologiquement, les victimes doivent aussi faire face à des tracasseries et autres natures administratives, notamment pour les scolarisations des enfants. Ceux qui souffrent franchement et pendant longtemps, qui ne guisent pas totalement de les traumatismes, ce sont les parents des victimes de situations forcées, notamment les enfants, les époux, les épouses, la maman, enfin les parents très proches. Pour faire face à ce phénomène de manière efficace, le Conseil national des droits de l'homme plaide afin que l'État de Côte d'Ivoire ratifie la Convention contre les disparitions forcées pour une meilleure prise en charge des parents des victimes. En République démocratique du Congo, l'apparition en vidéoconférence du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. C'était lors d'une session de la Commission aux droits de l'homme du Parlement européen. Le médecin congolais, visé par des menaces de mort dans son pays, a appelé les eurodéputés à soutenir son plaidoyer pour la justice en RDC, où les massacres se poursuivent. En Côte d'Ivoire, cet atelier organisé le 28 août dernier dans le district d'Abidjan à l'intention des maires et conseillers municipaux. Les travaux ont porté sur le nouveau mécanisme de déclaration des mariages, naissances et décès. C'est une initiative du ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Les explications de Didier Nguessan. 28% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas enregistrés à l'état civil. Certains décès et mariages sont également introuvables dans les registres de déclaration des mairies. Des dysfonctionnements que tente de corriger le gouvernement à travers la mise en place depuis 2018 d'un nouveau mécanisme de déclaration des naissances, décès et mariages. Les maires sont en formation pour mieux s'en approprier. Dans nos communes, il y a souvent des réticences. Et donc, je pense qu'avec ces mécanismes, nous pourrons efficacement recenser dans le délai. Nous allons par mois à plus de 40 naissances par mois. La commune de Sanguiné et Village auront beaucoup appris aujourd'hui pour mieux parler à la population. Les maires s'engagent à faire en sorte que plus jamais un enfant né sur nos territoires n'ait pas d'identification, n'ait pas d'identité. De manière pratique, les données de naissance sont désormais classifiées selon la résidence de la mère et la période de déclaration, de 3 à plus de 12 mois. Les décès sont inscrits suivant 3 périodes de déclaration allant de 15 à plus de 365 jours. Quant au mariage, ils sont enregistrés selon que le couple est ivoirien, étranger ou mixte, auquel s'ajoute le régime matrimonial. Sur le plan de l'offre, on note surtout l'indisponibilité ou l'inaccessibilité géographique au centre d'état civil et une faible qualité des prestations des services. Au plan de la demande, c'est l'ignorance des populations par rapport aux dispositions légales et réglementaires et aussi leur faible intérêt dans cette activité d'enregistrement des naissances, remis en cause par certaines pratiques socioculturelles et souvent l'inaccessibilité financière. Notre pays s'est engagé depuis 2012 dans un processus de modernisation de son système d'état civil avec pour objectifs principaux d'en accroître notablement l'efficacité, de respecter les délais requis par les tests en vigueur et de garantir
la protection des droits humains y relatifs. Avec la mise en œuvre du nouveau mécanisme de déclaration, le prénom va obligatoirement précéder le nom. En image, le retour en Côte d'Ivoire pour environ 30 ressortissants ivoiriens. Ces migrants et autres étudiants ivoiriens étaient en Algérie. Le ministère de l'Intégration africaine et l'Organisation internationale pour la migration ont assisté ces personnes dans leur retour volontaire au pays. Un tout autre sujet à présent, un abattoir clandestin a été démantelé récemment dans le village de Songon, situé à l'ouest de la commune de Yopougon. Les précisions, Éric Goré. Nous sommes en pleine forêt sur le tronçon Abidjan-Dabou. Des bœufs abattus dans cette forêt sont déposés ça et là. La chair, les têtes, les pattes abandonnées. Non loin, on peut apercevoir un enclos avec une trentaine de bêtes. En face, une maison d'une pièce construite en bois. À l'intérieur, une natte. Quelques habits accrochés. Et aussi des torches. Preuve que ces individus opèrent dans la nuit. Ils ont transformé cet endroit en un abattoir clandestin avant de mettre la viande sur le marché, sans même respecter les règles d'hygiène. Le constat qu'on a fait, c'est que les bêtes sont dans des situations qui n'obéissent pas à la réglementation, sont abattues à même le sol, dans des conditions de salubrité vraiment qui laissent à désirer. Et donc, tout va sans dire que la viande qui sort d'ici est une viande contaminée et impropre à la consommation et qui mettra en danger la santé des populations. Grâce à un appel anonyme, cet abattoir clandestin a été découvert. Cet appel anonyme a permis de démanteler le réseau. En fait, l'abattoir de Dabou, il venait abattre les animaux dans la forêt à côté de l'Institut Pasteur. C'est près de 30 têtes en moyenne qui sont abattues sur ce site chaque jour. Ils ont des parcs, un parc de transit. Ils viennent avec les remorques, ils déchargent les bêtes là et puis chaque jour, ils s'adonnent à leurs œuvres. La police municipale de Yopougon, la gendarmerie, ont pu mettre la main sur quelques membres de ce réseau. Ça vaut 3 ans depuis 2017. Vous les vendez où? On vend au marché Bagno, Ouassakara, Port-Bouédé. Après ces aveux, ils seront mis à la disposition des autorités compétentes pour répondre de leurs actes. Dans l'actualité nationale également, les meilleurs élèves de la direction régionale de l'éducation nationale de Yamoussoukro, dans le centre du pays, célébrés récemment. Ils ont reçu des récompenses. Ils sont au micro de Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Belle performance pour la direction régionale de l'éducation nationale de Yamoussoukro. 48,4% de réussite au baccalauréat session 2020, comparativement au taux national qui est de 40,8% et la classe en tête de toutes les DRED du pays. Si la réussite est du côté des élèves, le mérite revient aux enseignants et les responsables de l'éducation dans la localité. C'est bien d'être premier, mais quand tu es premier, c'est dur parce que tu as peur d'être deuxième. Alors je dis à mes collaborateurs, c'est maintenant le vrai travail commence. Tel est tout le sens de cette cérémonie de l'excellence, cérémonie placée sous les parrainages des ministres de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarasouba, respectivement représentés par leurs conseillers techniques. Une vingtaine d'agents récompensés de la DREN, dont certains promus à d'autres fonctions et d'autres font valoir leur droit à la retraite. Une célébration surtout marquée par un hommage aux 10 anciens directeurs régionaux dont certains locaux portent désormais leur nom. Ces derniers expriment leur reconnaissance à leurs successeurs. L'hommage qu'il nous a rendu a permis à tout un chacun de savoir qu'il n'est pas parti de Yamoussoukro et sans avoir laissé de traces. Pour nous, c'est très émouvant parce que revenir comme ça dans un endroit où nous avons travaillé, où on reconnaît nos mérites, où on immortalise notre nom, je pense que ça fait du bien. M. Baba Kaki,
nous a permis, à nous les anciens, de nous retrouver tous. La direction régionale de l'éducation nationale de Yamoussoukro existe depuis 1983. Elle compte à ce jour 86 établissements secondaires, 756 primaires et 233 288 élèves. Enfin, en Guinée-Conakry, le président de la République, Alpha Condé, en route pour un troisième mandat. L'élection présidentielle est prévue le 18 octobre prochain. Le président Alpha Condé sera bien notre candidat, a indiqué son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, le RPG, dans un communiqué lu hier à la télévision nationale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.